On accueille pour la séquence suivante Fabrice Pelletier. Après l'introduction de cette matinée, Fabrice, designer, expert en éco-conception des emballages, va nous présenter les nouveaux sachets Bonduelle surgelés. Voilà, un cas d'école pour Fabrice Pelletier, qui, je le rappelle, est l'inventeur du concept du juste emballage, que l'on voit repris largement évoqué à travers l'analyse d'études de cas depuis une vingtaine d'années dans le magazine Emballage Magazine, 188e rubrique, c'est ça, Fabrice? Oui, au moins. Oui, au moins, ça montre que effectivement le sujet finalement aujourd'hui sous les feux de la rampe n'est pas tout à fait neuf, et que la méthode en fait s'applique à différentes cas de figure, dont Bonduelle surgelé. Absolument. Et on va parler d'un autre dossier que j'ai mis au point c'était en 2007, quand j'ai écrit le livre Éco-design chemin vertueux, petit livre, et que j'essayais à l'époque, 2007, on ne parlait pas de tout ça, et que j'essayais de recenser un peu toutes les démarches d'éco-conception, ce qu'on pouvait faire sur un emballage pour l'éco-concevoir. À l'époque, on parlait essentiellement d'allègement. Et cet allègement nous amenait vers du souple, vers l'avènement du souple. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de l'éco-conception? Et là, je me suis rendu compte que le corollaire de quasiment tous les emballages, c'est qu'ils étaient imprimés et qu'ils portaient un décor. Alors, ils portent un décor pour des raisons utiles, on va dire, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça fait partie des exigences essentielles. Et je ne dirais pas un décor, il porte une information. Ça veut dire que l'emballage a une obligation d'informer le consommateur sur un certain nombre de choses. Mais bon, effectivement, comme on parle d'emballage ménager, il y a le marketing, et il porte aussi un décor, parce qu'il doit attirer le consommateur. Il doit vendre le produit, tout simplement. L'emballage est un vendeur muet. Alors, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, ce décor, c'est soit une étiquette, soit un décor directement imprimé. Et il a été évoqué tout à l'heure, mais je trouve un petit peu à demi-mot, pas toujours complètement assumé. Alors, disons-le clairement, Fabrice. Que le décor est un perturbateur, souvent du recyclage, et en tout cas, le décor, dans la plupart des cas, il ne sera jamais recyclé. Notamment ce qui sert à vous rendre le décor visible, à savoir l'encre. Ça ne sera jamais recyclé. Et pour bien comprendre, Fabrice, quand on œuvre à la réduction du matériau et que l'encre reste à une même quantité, on augmente la part d'encre dans... Alors absolument. Plus vous allez réduire la quantité de votre emballage souple, finalement, plus vous allez mettre d'encre, de perturbateurs à l'intérieur. Si vous passez d'un emballage souple, je ne sais pas, de 10 grammes à 8 grammes, mécaniquement, vous mettez des points en plus d'encre à l'intérieur du process de recyclage qu'il va falloir soit enlever, éliminer, soit faire avec pour avoir une matière qui ne sera pas terrible à la finale. Alors, la démarche de Bonduelle est intéressante. Alors moi, je n'irai pas dans la technique parce que je ne suis pas aussi technicien que... Fabrice et Christophe sont complémentaires. Que Christophe vient de l'usine, Fabrice mais est le j'ai laissé designer. Bonduelle me dire, voilà, Bonduelle a voulu effectivement passer de cet emballage qui était un emballage complexe, avec, alors on ne le voit pas sur la photo, mais un décor extrêmement chatoyant puisqu'il est plutôt métallisé. Donc c'était leurs emballages vendus dans 38 pays dans le monde, hein, donc c'est pas une petite... Ça pèse. Ça pèse, et vous allez voir pourquoi ça pèse quand vous voyez ce qu'on peut enlever finalement comme quantité d'encre. Et donc cet emballage n'était pas recyclable et n'est pas recyclable, il fait partie des emballages sur lesquels Vincent a dit tout à l'heure, ils ne seront pas recyclables. Donc Bonduelle a choisi d'être recyclable, mais à essayer de pousser la démarche, puisque donc j'ai formé d'abord les équipes, et je le fais, les équipes de Bonduelle, en tout cas à l'éco-ancrage, parce que l'éco-ancrage, c'est pas évident. Pour le marketing, ils ont l'impression que ça va être la grève de la faim. Moi, je leur dis non, c'est bien manger.
C'est-à-dire, on va pas, si tu m'enlèves de la couleur, j'ai l'impression que ça va pas se vendre. Alors que bon. Alors, le sujet de l'éco-ancrage, juste quand même préciser, Oui. Fabrice, changement de matériaux aussi, Alors, ce sont des sachets en mono oui, PP. alors ce sont des sachets donc, en monomatériaux, donc on va les voir. Je ne sais pas comment on passe. Ah oui, c'est avec ce truc-là. Donc ce sont des sachets en monomatériaux. Donc vous avez en bas les anciens, donc du mono-PE, donc des sachets qui disposent de cette filière de recyclage, comme vous l'avez vu, qui est déjà en place. Et ils sont recyclables, mais ils ne sont pas forcément. Alors il y a beaucoup de. Et c'est ce sur quoi je voudrais insister, beaucoup de gens avec qui je travaille qui raisonnent la recyclabilité par le matériau. J'ai un matériau recyclable, donc je suis bon. Moi, je ne raisonne pas du tout la recyclabilité par le matériau, je raisonne la recyclabilité d'un emballage terminé. C'est-à-dire d'un emballage qui est mis sur le marché avec toutes les petites étiquettes que vous pouvez avoir rajoutées avec l'encre. Et je dis donc à Bonduelle, si vous voulez être recyclable, autant faire de la recyclo-conception, c'est-à-dire qu'on va concevoir cet emballage pour qu'il soit plus facilement recyclable et qu'il nous amène une meilleure matière recyclée in fine pour que ça puisse tourner en boucle. Et c'est ça l'objectif, c'est ça le but. C'est pas de se dire pourquoi je vais recycler. Ben, je vais recycler parce que je veux amener une super cam pour qu'elle soit réutilisée. On oublie souvent, quand on parle de recyclage, le débouché du recyclage. Comme disait ma grand-mère, c'est pas parce que tu vas couper les oreilles en pointant à un âne que tu en feras un cheval de course. Si tu mets un âne au recyclage, alors j'ai rien contre les ânes, je les adore, mais si tu mets un âne au recyclage, à la fin tu auras un âne. Voilà, et tu n'auras pas un truc pour faire quelque chose de bien. Donc là, l'idée était effectivement donc de faire de l'éco-conception sur le matériau. On passe en mono-PE, mono-PE qui au passage par rapport à l'ancien sachet fait baisser de 25% le poids de plastique. D'accord. Et donc c'est un plastique léger. Vous êtes bien assis tous autour de la table. Le fait entre le décor d'avant et le décor d'après, vous avez quasiment 1 gramme, 0,96 grammes d'encre de moins. 1 gramme sur un emballage qui pèse 8 grammes. C'est très significatif. C'est énorme. C'est même pas significatif, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on oublie tout simplement, c'est comme si on roulait en bagnole, avec une bagnole qui roulait, qui consommait aujourd'hui 40 litres au 100, et puis on ne regarde pas le truc, quoi. On n'a pas regardé le fait. Donc, c'est important parce que c'est de la réduction à la source, c'est de la réduction, donc comme on dit, hein, le meilleur emballage est celui qui n'existe pas, ben le meilleur ancrage est celui qu'on ne fait pas. C'est de la réduction à la source d'un matériau qui est quasiment pas renouvelable, en grande partie non renouvelable. Les encres, moins de déchets, et puis c'est de la recyclo-conception parce que l'encre que vous n'avez pas mis et de l'encre que vous ne mettrez pas sur le sachet. Et au passage, si vous voulez, effectivement, comme on n'est pas imprimé de la même manière, on a un vernis, mais le vernis représente que 11 grammes. Donc on est plutôt à une quarantaine de grammes de transformation sur cet emballage par rapport à 1,48 g. On a 1 gramme de moins d'encre par sachet. Alors, cette démarche, vous pouvez tous la faire puisqu'on a édité avec Citeo un guide de l'éco-ancrage. Quand on regarde, donc allez sur le guide de l'éco-ancrage, il est sur mon site. Il date de quand, Fabrice? Il date de 2018. D'accord. Mais il est complètement valable pour expliquer. Après, bon, il faut être aussi formé et pouvoir faire de l'éco-ancrage. Être accompagné là-dessus, mais bon, il y a énormément. Bon, en gros, hein, quand j'ai fait le guide de l'éco-ancrage et quand j'ai mis au point de la méthodologie, je me suis rendu compte, et ça, je l'ai fait pour plein de grandes marques, qu'on pouvait globalement faire tous les emballages qu'on a sur le marché aujourd'hui avec 25 à 30 points de moins d'encre. Tous les emballages.
Je les ai faits sur des grandes marques, des Nestlé, sur des Unilever, sur comment ça s'appelle, sur des marques distributeurs, toutes confondues, on peut avoir ça. Effectivement, donc vous pouvez vous reporter, c'est gratuit, le guide de l'éco-ancrage, et puis vous pouvez vous reporter aussi sur mes bouquins, hein, je fais de la promo, ils sont, je suis au bout, ils sont en vente, voilà, ils sont sur le shop voilà. Fabrice Alors, Pelletier, il y a des choses facile gratuites, à trouver à travers voilà, une recherche Google. Mais c'est important, si vous voulez, de arrêter de raisonner aussi, quand vous raisonnez vos emballages, de raisonner que matériaux. Regardez votre emballage. Oh, voilà, dans sa globalité. Dans sa globalité. Y compris les encres, mais pas seulement. Et c'est ça, l'éco-conception, et pour faire de la recycle. De toute façon, je vais le dire vulgairement, quand vous allez faire de l'emballage, vous allez saloper le matériau de base. Voilà, bah, voilà. Donc, essayons de le transformer le moins possible pour qu'in fine, nous ayons une matière de qualité. C'est clair, merci, on peut l'applaudir Fabrice Pelletier pour cette intervention. Fabrice, vous venez à ma gauche, vous restez avec nous et j'ai le plaisir d'appeler Nicolas Sala pour le troisième intervenant de cette séquence. Nicolas, dirigeant d'Inelia, vous avez été directeur développement achat packaging dans différents grands groupes dans l'agroalimentaire, le médical, le pharma. Bienvenue Nicolas, avec Inelia fondée en 2002, vous apportez une vision justement globale eh bien, aux entreprises, du design et de l'éco-conception jusqu'au support achat et à l'industrialisation. Vous êtes basé à Saint-Étienne et avez différents bureaux implantés sur le territoire national. Avec vous, on fait allez, un petit pas de côté, mais on est toujours dans le sujet. On va s'intéresser eh bien, au sujet de la palette et notamment essayer de placer l'analyse de cycle de vie, la CV, comme un juge de paix pour eh bien, pouvoir arbitrer en différentes options. À vous la parole, Nicolas. Merci, bonjour à toutes et tous. Bon, je vais essayer de prendre le relais de l'éminent Fabrice Pelletier, pas facile après. Donc Nicolas Sala, donc, je vais intervenir rapidement en je vais essayer de faire simple, d'intervenir sur le réutilisable et le jetable ou le recyclable. Là, on a vu beaucoup d'activités sur la partie réemploi qui se passe ici avec beaucoup de belles actions. On a beaucoup parlé du recyclage. Et moi, ce que je voulais, avant de parler de la palette, on parle beaucoup d'emballage primaire, de recyclage, de réutiliser, et face à tout ça, on a des problématiques. Donc, juste en deux mots, qui sommes-nous en Inelia? Donc, c'est une équipe d'ingénieurs packaging que j'ai créée une vingtaine d'années. Notre scope, c'est d'accompagner les grands groupes et les petites structures sur la gestion de projet, le design, l'éco-conception, et on apporte du conseil. Dans ce conseil-là, donc, on a détecté des problématiques sur des problématiques très simples. Donc moi, je vais parler d'abord du recyclage. Je vais donner des tendances sur le recyclage. C'est des choses qu'on a bien débattues, que vous avez soulignées, sur lesquelles on a apporté des solutions partielles ou totales. Et puis après, je vais faire un petit focus sur la partie réutilisation. Et ce que je voudrais, c'est avec du bon sens paysan, avec des exemples simples, qu'on n'arrive pas... je vais essayer de pointer deux tendances qui sont je dirais peut-être des évidences qu'il ne faut pas prendre, c'est d'opposer le recyclage à la réutilisation et surtout d'essayer d'apporter dans l'éco-conception, dans la méthodologie et surtout du bon sens paysan. Donc la problématique, c'est souvent quand on fait de l'éco-conception en packaging simple, complexe, qu'on soit sur une approche transversale ou vraiment matériaux, ou dans l'étude de l'usage pour le consommateur, c'est est-ce que je vais réutiliser, est-ce qu'on va le réutiliser, est-ce que je vais le jeter, est-ce qu'il va être recyclable correctement ou pas. Et puis tout à l'heure, on a parlé de l'AGEC qui va être prise par-dessus par la PPWR. Et par rapport à ce contexte réglementaire et les urgences environnementales, on voit qu'il y a des précipitations soit dans le recyclage, soit dans la réutilisation. Pour venir étayer ces exemples-là, pour venir étayer cette argumentation, pardon, j'ai voulu prendre un exemple et j'ai réfléchi quand on m'a demandé d'intervenir. Avec mon équipe, on a essayé de trouver des exemples et puis j'en ai trouvé un il y a de nombreuses années maintenant. Je ne sais pas si tu te souviens, Fabrice. La question à l'époque, elle était quel est l'emballage éco-conçu du futur pour un aliment simple? Et nous, avec l'équipe, on avait choisi la compote et son emballage. Et pour un aliment qui paraît très simple, la réponse est très complexe.
Aujourd'hui, on a apporté des réponses. Donc c'est un exemple qu'on a traité pour des grands groupes il y a à peu près 5-6 ans. Et ben la réponse, on ne l'a toujours pas, puisqu'on peut travailler sur l'emballage primaire sur la partie matériaux, recyclable, pas recyclable, PE, PP, PAPE, et des complexes. Mais on intervient aussi sur la partie recyclage avec les recycleurs, mais on intervient aussi sur la partie éco-conception, comment ça va être soudé, comment ça va être transformé. Et puis, petit à petit, on s'est dit, tiens, les industriels, comment ils vont le recycler, et on a apporté des réponses partielles. Et puis, on a oublié quelque chose derrière, c'est dans la fonctionnalité. C'est un petit sujet qui s'appelle l'utilisateur, le consommateur. Bah oui, puisque là, quand on parle de recyclage, on oublie de moins en moins, mais on l'a oublié. C'est qu'avant de recycler, il faut jeter. Il faut jeter dans le bac jaune. Et puis le jeter comme il faut. On parlait du pot de yaourt. S'il est rempli, on ne peut plus le recycler. Si le pot de yaourt il est vide, on pourra mieux le recycler. Et dans cet exemple-là, auquel je vais couper court, je me suis dit, mais c'est un exemple qui va être beaucoup trop complexe, puisque c'est des problématiques qu'on a déjà abordées sur l'emballage primaire. Et donc nous, on va plutôt s'intéresser à l'emballage secondaire, à l'emballage tertiaire. Pour finir sur cet exemple-là, l'emballage du futur, ça peut être la gourde de compote, sans nommer certaines marques, la gourde de compote, mais ça peut être le bon vieux bocal en verre de 500 grammes ou de 1 kg que nous donnait ma grand-mère pour manger la bonne compote. En fait, les deux, ce sont les deux des emballages du futur. C'est surtout une question d'usage. Quand je veux faire un pique-nique, je vais pas prendre mon pot qui est lourd, mon pot en verre qui est lourd, dans lequel je vais jeter peut-être la compote qui va me rester. Et inversement, quand je suis à domicile, quand on est en restauration à domicile, c'est une hérésie de prendre une pomme pote, de la sortir du frigo et de la donner à mon enfant. Donc, au lieu de partir dans des exemples complexes comme celui-ci, on a décidé de prendre des exemples simples. D'abord sur le recyclage, travaillant pour des grands groupes. Aujourd'hui, on va dire dans 70% des éco-conceptions, des sujets d'éco-conception que l'on a quand je mets des équipes en place chez mes clients, on a écouté M. Salah, avec la loi AGEC, avec la PPWR, on a des premières actions, qu'elles soient RSE, qu'elles soient éco-conception, qu'elles soient packaging, qu'on y mette du greenwashing, qu'on y mette des bonnes intentions, puisque ça part souvent de très bonnes intentions. On nous dit, écoutez, les caisses américaines, donc emballage secondaire, les caisses américaines, on va toutes les passer en recyclé. Oui, bien. Très belle action. Bon, déjà, c'est une action qui ne va pas très très loin, mais ça peut être une bonne première action. Et là, on dit stop. Je vais accélérer ensuite sur l'emballage tertiaire, mais là, on dit stop. On dit, par rapport à une tendance qui part d'une bonne intention, recycler, mais utiliser des matériaux recyclés, oui, surtout sur le carton. Sur le plastique, la problématique est différente, mais surtout sur le carton, on va tomber dans des incohérences. Typiquement, une caisse américaine, elle doit être résistante à sa compression et puis à tout le cycle de vie de la logistique, de la protection secondaire, tertiaire. Au final, on se rend compte on nous demande d'utiliser, voire des fois on nous force à utiliser de la matière carton recyclée qui demande à mettre 30% de matière en plus pour les mêmes fonctionnalités. Donc là, on dit stop aux incohérences et stop aux tendances qui peuvent parfois prendre des dérives, puisqu'on va arriver dans un problème de la gestion de la ressource du carton recyclé. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du recyclage du plastique, de la suppression du plastique, du remplacement du plastique, avec la loi AGEC, la PPWR. Il faut quand même savoir que en l'espace de 3 ans depuis le Covid, 30% des volumes plastiques ont été migrés sur le carton. Donc on va avoir un problème, c'est la gestion de la ressource. Quand on parle du plastique, on parle de matière carbonée, mais quand on parle de carton, on parle de forêt, on parle de bois, on parle d'arbres. Et donc cette ressource, il faut quand même veiller à la préserver. Et la préserver, c'est pas faire du tout pour l'un ou tout pour l'autre. Tout pour le carton et puis arrêter le plastique. C'est raisonner, apporter du bon sens paysan. Je vais y revenir. Donc là, j'ai parlé de recyclage. Maintenant, on va parler de réutilisation. Et puis quand on parle de réutilisation, on rentre dans les complexités d'emballage primaire. Et puis avec l'équipe, et puis même moi personnellement, j'ai voulu réutiliser un exemple qui me tient à cœur, puisque c'est une start-up que j'ai montée en 2014 et qui à l'époque était un peu, je dirais, extraterrestre, qui aujourd'hui commence à trouver son marché et commence à répondre à une problématique ou une des réponses potentielles à un certain sujet qui est l'emballage tertiaire, la palette. Donc là, on va être dans le réutilisable
qui est souvent opposée au recyclable. Tout à l'heure, on a parlé de la PPWR. Je ne sais pas si vous avez vu, la PPWR dit 30% des emballages tertiaires type palette doivent être réutilisés. Exactement. Donc ça, c'est une très très bonne initiative. Par contre, faisons-le avec du bon sens, comme on le fait sur le carton recyclé. Faisons-le avec du bon sens, puisque là aussi, on va avoir des problèmes de gestion des retours, on va avoir des problèmes de remise en état, parfois de lavage. Donc la notion de transport et la notion d'émission CO2, avec une notion dans laquelle je ne vais pas aller aujourd'hui, mais qui va être très forte, qu'on a vu dans la PPWR aussi, c'est la notion de poids volumétrique. Donc chasser le vide, et on y rajoute la notion de poids. Pourquoi la notion de poids? Parce que transporter du poids, c'est utiliser du carburant, et c'est émettre du CO2. Alors on va dire oui, on va passer au tout électrique. Peut-être, mais augmenter les autonomies, c'est encore préserver les énergies. Le contexte et l'enjeu de cette réutilisation sur la partie tertiaire, la fameuse palette, puisqu'on met beaucoup d'énergie sur l'emballage primaire, mais on oublie peut-être à tort, puisqu'il ne faut pas être mono-action, mais si on veut avoir des vrais résultats, il faut travailler sur tout le cycle de vie. Et le cycle de vie, c'est aussi l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire de façon très simple. Et c'est sûr que c'est beaucoup moins sexy que la fameuse gourde de compote ou de son challenger, le bocal en verre. Mais malgré tout, le constat et le contexte de cet enjeu, il faut quand même savoir que 30% des émissions CO2 sont dues au transport. Alors on fait un focus sur le transport des marchandises, donc on va descendre dans ce ratio, et on se rend compte, avec un peu de bon sens paysan, étant petit-fils de paysan, on essaye d'y revenir un petit peu à ces valeurs. Il y a un paradoxe, quand on utilise des palettes, les palettes, elles viennent sur un camion. Et puis parfois, souvent, on entend oui, mais c'est mon fournisseur d'à côté qui me livre. Non, le bois, il vient pas d'à côté. Le bois, il vient de quelques forêts en France, mais surtout d'Ukraine. Et puis il vient de très loin. Et il faut le transporter. Et peut-être qu'il est transformé à proximité. Donc ça, c'est la phase amont. Donc je me fais livrer des palettes. Et puis il y a la phase aval. La phase aval, c'est quand j'ai transporte de la marchandise, un camion, pour faire simple. Un semi-remorque, c'est 33 palettes Europe. 33 palettes Europe, quel que soit le poids de vos marchandises. Donc il y a un ratio poids volumétrique qui est important. Mais quel que soit le poids de vos marchandises, vous transportez 1 tonne de palettes. 1 tonne de palettes. Donc soit mieux vous voudrez transporter 1 tonne de produit, soit on crame, on brûle du carburant pour 1 tonne de poids mort qui s'appelle la palette. Alors Nicolas, il vous reste moins de 2 minutes. Mais en 2 minutes, j'aurais terminé, puisque le but, c'est d'aller à l'essentiel. Mais je voulais bien poser les problématiques. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est supprimer à la fois cette phase amont de transport de palettes et à la fois cette phase aval sur l'emballage tertiaire de poids mort. On a développé une solution, je ne rentrerai pas dans la solution, c'est de dire, l'idéal, c'est de pouvoir produire sur place, d'assembler sur place mon produit tertiaire qui s'appelle la palette. On va le faire en carton pour qu'il soit modulaire et on va avoir un produit léger que l'on peut fabriquer sur place et on va réduire très fortement les émissions CO2. Sans rentrer dans le détail, la partie CO2, on peut réduire de plus de 4000 tonnes de CO2 par an pour un gros utilisateur de palettes, de 100 à 400 000 palettes. Et en plus, la solution est 100% recyclable puisque c'est une solution carton modulaire qui permet d'avoir aussi une recyclabilité colle comprise. Pourquoi je voulais donner ces exemples-là sur la partie recyclable et la partie réutilisable? C'était pour éviter d'arrêter de les opposer via un exemple qui était la palette, mais surtout via une méthodologie qui est très connue, c'est l'arbitrage des choix en éco-conception. Et au lieu de partir sur un produit complexe, j'ai utilisé l'exemple de la palette. Comment arbitrer? L'arbitrage, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est souvent l'ACV, l'analyse de cycle de vie du produit, l'analyse de cycle de vie du produit, qu'elle soit complexe, simplifiée ou très détaillée. Elle vous permet d'arriver à des conclusions, mais qui intègrent tout le cycle de vie du produit, pas seulement le matériau, pas seulement sa recyclabilité, mais aussi très souvent son réemploi, puisqu'il faut avoir par contre l'innovation technique qui vous permet de choisir entre le recyclable, le réutilisable et parfois le réemploi avec une partie recyclable. Et là, vous avez une distance qui vous permet de savoir dans quel cas on est favorable au réutilisable et dans quel cas au recyclable. Alors là, ce n'est pas forcément une distance, mais une ACV a été faite par un utilisateur sur ce projet-là, sur la palette en carton avec le process IP Cube. Tout simplement, on n'oppose pas le réutilisable au jetable si on a une innovation qui vous permet de choisir à l'instant, en moins de 3 minutes. Et en l'occurrence, ce client-là
à travers une ACV détaillée, a permis de dire, et ça permet de résumer tout ce que j'ai pu aborder très très rapidement. En amont, si le circuit logistique est inférieur à 120 km, l'ACV a montré qu'il fallait pouvoir réutiliser soit des palettes de bois, soit la palette en carton qui utilise beaucoup de matière. Si le circuit logistique, pour ce même client, à travers tous ses flux, utilise plus de 120 km, là, il peut utiliser le système IP Cube où on produit la modularité de la palette en carton résistante et qui arrête de faire livrer des camions, rentrer des camions sur site pour livrer des palettes de bois et des produits lourds. Et ensuite, des produits légers qui peuvent parcourir 1000, 2000, 3000 km avec très peu d'émissions CO2. Merci Nicolas, on peut l'applaudir pour cette intervention très claire, le bon sens effectivement qui est bien appuyé par l'ACV pour rendre objectifs les décisions. Des questions sur cette séquence à nos 3 experts, à ces 3 interventions portant sur des études de cas très précises. Y a-t-il des demandes de précision ? Eh bien, si pas de questions, encore merci à vous pour vos interventions.